on évoquait évidemment la dissolution du gouvernement, sur le sujet sur lequel on a dit pas mal de choses. J'ai une autre question à la Wakili. Est-ce que pour vous, c'est un tournant important quand on se réfère justement au dernier discours du président de la République qui n'a de cesse de rappeler qu'il faut l'émergence d'une nouvelle génération, comme le subodorait tout à l'heure Josias Assemon. Est-ce qu'il faut s'attendre, pour parler comme à Abidjan de façon très simple, est-ce qu'il faut s'attendre à de grands changements dans la future ossature du gouvernement? Bon, vous savez, de votre analyse. Le président, effectivement, nous avait déjà surpris avec le casting Mambé. C'est cela. Si personne n'avait prévu ça. Et puis, on a vu tout ce que ça nous a donné comme succès. La Coupe d'Afrique, la CAN, tout le reste, l'énergie, alors que les choses semblaient patiner. Et on a eu 2 ans et demi forts, 2 années et demie qui ont été fortes. Maintenant, la suite, vraiment, je ne saurais beaucoup me prononcer. Vous ne saurez vous aventurer. Le président détient plusieurs cartes. Mais ce que je peux dire, on peut avoir quelques nouveaux visages, mais au-delà de ça, le président n'est pas coutumier des ruptures brutales. Vous voyez, quand il surprend un casting, il envoie Mambé, l'architecture demeure, les mêmes hommes restent. Et une colonne vertébrale qui est voilà, quasi indéboulonnable. Je me souviens, il y a 10 ans, une dizaine d'années, je crois que c'était en 2012, il y a 13 ans, j'avais fait une qui me reste encore, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Et j'ai fait ça il y a 13 ans, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Bon, je ne dirais pas que ça va être la même chose, mais que voulez-vous? Des hommes qui travaillent le président depuis toujours, qui ont conduit à des victoires. Il vient de donner des chiffres de victoire. Mais ceux-là qui ont conduit à la victoire, l'équipe qui a gagné, à quoi s'attend-on? Comme quelqu'un a dit qu'il renverse la table là, vous avez gagné, ben allez-y. C'est vrai qu'on parlait de football. Si on a une équipe A comme une équipe B, 11-11, les deux peuvent gagner la coupe. Bon, après, l'entraîneur fait toujours venir l'équipe A. Voilà, l'équipe A vient de tout gagner. Pourquoi on doit vider tout le monde et puis prendre les réservistes? Donc pour vous, il ne faut pas s'attendre à grand changement. Il peut faire quelques changements, je ne sais pas, tout dépend du président, mais on va observer. Très bien. Voilà. Oui, effectivement, difficile d'être dans la tête du président, mais après, pour prendre un peu votre exemple avec la CAN, le foot, on prend Emers Faé, on a gagné en 2023, on ne change pas drastiquement toute une équipe. Je pense qu'il y a toujours une architecture qui est là. Après, cette architecture va peut-être prendre en considération l'actualité, les contextes actuels, que ce soit le contexte sous-régional, avec les difficultés diplomatiques qu'on peut avoir avec certains pays voisins. Aussi prendre certains contextes au niveau local. Le président a parlé de priorités, notamment au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui est protection sociale, qui seront l'une des priorités de son programme de gouvernement sur la période 2026-2030. Donc, on peut s'inscrire dans cela, avoir des profils un peu plus techniques qui répondent à ces aspirations-là, qui répondent à ces priorités-là. Et puis, dans la logique de transmission générationnelle, c'est vrai qu'on s'attend à un gouvernement plus jeune. Mais bon, est-ce que la transmission générationnelle va se faire que par le changement de ministre? La question reste posée. Ou est-ce qu'on va plutôt les voir à des fonctions de direction générale ou bien à d'autres postes où ils peuvent un peu plus se faire voir? La question reste toujours posée. Et puis, moi, je reviens aussi sur la question des femmes. Hein. C'est aussi bien sûr, oui, c'est important, leur inclusion. Tout à l'heure, Josias parlait des ministres-gouverneurs. Il y en a 14 quand même. Sur 14 ministres-gouverneurs, il n'y en a qu'une seule qui est femme. C'est la ministre Raymond Goudou Kofi. Donc, est-ce que là, à ce niveau-là aussi, il y aura des changements? C'est souhaitable. Après, on ne peut pas être à la place du président, mais c'est ce qui est souhaitable en tout cas. Plus de femmes, plus de jeunes et plus de profils techniques qui répondent aux priorités sociales et économiques. Les jeunes ont les dents longues. Je sais, ça c'est bon. Oui, nous aussi on a envie de... On défend nos intérêts. Alors pour moi, cette situation face à laquelle nous sommes confrontés, ne nous apportera pas nécessairement de nouveaux changements. Bon. Le grand bouleversement. Exactement. Lorsqu'on regarde les 2 derniers gouvernements que le président, bon, pas le président, mais qui ont été nommés avec le Premier ministre, etc., on remarque qu'il y a quelque chose qui est clair. C'est des gens qui, généralement, ont déjà été ministres dans les gouvernements précédents. Donc, on garde certains qui étaient déjà là et on apporte quelques visages. Lorsqu'on prend le dernier gouvernement, il y avait 5, je crois, ne pas dire 6 nouveaux visages. Donc, pas beaucoup dans 33 ministres, si je ne me trompe pas. Donc, on ne va pas aller au-delà pour changer. Alors que dès cette période-là, 2020, le président avait déjà commencé à parler de cette transmission générationnelle. Mais il n'a pas réellement touché au niveau des ministres. Pour dire que, peut-être, comme signifié par Mohamed Nou, on verra cette transmission générationnelle autre part. Regardons également l'aspect de l'âge, parce que pour moi, c'est intéressant aussi. Lorsqu'on prend les 2 derniers gouvernements, avec le gouvernement, le dernier de M. Patekachi, on avait 57,8 moyenne d'âge. Et le gouvernement avec M. Robert Begombé, c'est 62,9 au niveau de l'âge moyen. Donc, on n'aura pas nécessairement des gens qui auront 40 ans, 50 ans, 25 ans, 22 ans, non. On aura ceux-là qui étaient déjà là avec quelques nouveaux visages. Il y a aussi le profil des personnes généralement appelées. Ce sont des gens qui ont été dans les domaines économiques, des gens qui ont été dans la banque, des gens qui ont été dans la finance internationale. Exactement. C'est généralement ce genre de profil aussi qu'on retrouve beaucoup, surtout quand on regarde le dernier gouvernement au niveau des ministres nommés. Mais la fonction du ministre, c'est aussi avoir les compétences ou la capacité
administrative et aussi politique. Parce que le ministre, il est à la fois les deux personnalités. Donc, on va remarquer que ceux qui seront nommés seront des gens qui ont nécessairement, pour la majorité, de véritables poids politiques. Donc, lorsqu'on regarde au-delà de ces acteurs, est-ce qu'on a déjà des images ou des noms? Je crois qu'on peut en citer, mais pas réellement beaucoup, qui peuvent avoir le poids politique que M. Alassane Ouattara recherche généralement quand on connaît le personnage. Donc, pour moi, déjà, on n'aura pas nécessairement beaucoup de changements. Mais il y a une question aussi que je me pose. Tout le monde ici était unanime pour dire que on allait avoir, par exemple, M. Téné Birahima à la fonction de Premier ministre. Étant donné qu'il est désormais député et qu'on songe ou on voit que les députés ministres pourraient quitter le gouvernement pour définitivement se mettre au niveau du Parlement, comment sera l'avenir de l'homme? Est-ce qu'il va réellement laisser la fonction de député et se repositionner, devenir Premier ministre, par exemple, ou une autre fonction très importante au niveau du gouvernement? Voici une question aussi que je me pose. Peut-être M. Alafé pourra nous éclairer là-dessus. Voilà une question que beaucoup de gens se posent, pas vous seulement. Alamine Fofana. Déjà, pour moi, les 33 ministres du gouvernement antérieur qui ont eu le privilège de collaborer et de travailler avec le président Alassane Ouattara sont tous légitimes pour être Premier ministre. Maintenant, la réalité de l'analyse prospective, c'est que c'est quelque chose de très dynamique. On peut même, par exemple, faire des analyses sur ce plateau qui s'avèrent vraies aujourd'hui et demain, la réalité change. Parce que le président de la République, au-delà de détenir les clés de l'exécutif, il a accès à certaines informations qu'on n'a pas. C'est cela. C'est vrai, c'est pas un homme de rupture, comme l'a dit le doyen Alafé. Il a dit de rupture brutale. De rupture brutale. Voilà. C'est vrai, c'est pas un homme de rupture brutale. Mais moi, je pense que ce gouvernement-là, il y aura un peu plus de surprises que les fois précédentes. Pourquoi? Parce que actuellement, le président de la République n'a pas de pression politique-politicien. C'est-à-dire, il vient d'une victoire éclatante à la présidentielle, une victoire éclatante aux législatives. Vous allez voir que les 6 premiers ministres qui se sont succédés à la tête du président Alassane Ouattara, il y a des premiers ministres qui avaient plus de profils de technocrates que d'hommes politiques populaires. Il y a d'autres, par contre, qui avaient plus de profils d'hommes politiques populaires que de technocrates. Quoi qu'ils ont les deux compétences, mais forcément, à un moment donné, l'un prend le dessus sur l'autre. Quand on prend par exemple le cas de Daniel Kablan-Duncan, c'est le seul politique ivoirien qui a occupé de grands postes sous les 3 présidents de la République de droite. Sous Houphouët-Boigny, il est ministre du budget. Sous le président Bédié, il est premier ministre, chef du gouvernement. Sous le président Alassane Ouattara, il est premier ministre encore. Avant de devenir vice-président. Avant de devenir vice-président, quoi qu'il vient du PDCI. Donc pour moi, aujourd'hui, le profil le plus susceptible d'être Premier ministre, c'est plus un profil de technocrate, parce qu'il n'y a pas réellement une nécessité politique pour pouvoir contenir les frustrations. Par exemple, quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, perd son âme, décède, la succession est très fine. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tensions. Donc le profil qui vient, certes, il doit avoir la capacité de gérer les affaires administratives, comme le disait Josias, mais ça doit être une figure politique aussi puissante que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour pouvoir contenir les régions, pour pouvoir contenir les bastions. Donc pour moi, il n'a pas cette contrainte-là véritablement actuellement. Et pour moi, le président Alassane Ouattara va vers la fin de sa carrière politique. Donc la probabilité qu'il soit candidat en 2030 est toujours plus infime qu'il ne le soit pas. Mais le connaissant, tout est possible. Donc pour moi, il va plus vers sa retraite politique. Il le dit lui-même, il veut passer à une transition générationnelle. La génération, est-ce que ça sera une génération en matière d'âge ou bien une génération en matière de cycle politique? Un des critères aussi qui peut rentrer en faveur, c'est que le Premier ministre ne sera pas, pour moi, du même cycle politique que le président de la République. Comme Jonas l'a dit, il n'aura pas peut-être 30 ans, 40 ans, mais pour moi, il ne sera pas du même gabarit ou même du même cycle politique. Donc, 2 critères majeurs pour moi. Ça sera un profil un peu plus technocratique qu'une figure politique emblématique. Et ça sera quelqu'un qui est d'une transition générationnelle en matière de gabarit, pas forcément en matière d'âge. D'accord. Alafé Ouattara. Je veux noter que la fin d'un mandat présidentiel ou la retraite de la fonction présidentielle n'est pas peut-être forcément la retraite politique. Il y a la présidence de la République, il y a la présidence du RHDP. Donc, une retraite n'entraîne pas obligatoirement... Un retrait définitif de la vie politique. De la vie publique et politique. Et puis 2, je veux noter que la rupture qu'on peut envisager peut se passer au niveau de la personnalité qui va occuper, par exemple, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution, aujourd'hui normale et classique. Mais en fonction de la personnalité du prochain président, on peut sentir une rupture, un changement qui peut faire de l'Assemblée nationale un lieu de pouvoir, un lieu renforcé de pouvoir, un lieu de renforcer des députés d'expérience qui peuvent être anciens ministres en fonction du prochain président. On a déjà eu des anciens ministres comme Thomas Kamara, Sidiki Konaté, qui ont présidé des commissions qui sont à l'Assemblée nationale. Cela peut se renforcer et se poursuivre selon le profil du prochain président de l'Assemblée nationale et l'expérience qu'il aura pu acquérir. Ça, c'est un. Maintenant, de 2, je veux faire savoir que, d'après l'expérience, quand on forme un nouveau gouvernement, même quand c'est des anciens ministres, qu'il y a des changements, des réaménagements techniques, il y a les décrets
d'attributions à prendre, il y a des procédures à mettre en place, des actes réglementaires qui peuvent prendre 1 mois souvent. Des passations de Des charges. passations qui peuvent prendre 1 mois. Quand en plus on met beaucoup de nouvelles personnes, la mise en place d'un nouveau gouvernement peut retarder entre 1 mois et 6 mois. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, la manière dont le pays est lancé, la gouvernance ou l'exigence de résultats que demande le président ne commande pas justement souvent des ruptures brutales qui sont des ruptures de transition politique ou d'alternance. Encore que, souvent en cas d'alternance, les fonctionnaires restent les mêmes, l'administration reste les mêmes. Le nouveau régime met du temps à nommer, après le gouvernement, les DG, les préfets de l'administration. Et ça peut prendre du temps, de sorte que les anciens assurent la transition. Donc, lorsque l'on sait cela, s'attendre à, comme ce que j'ai dit, à des ruptures brutales, à tout changer, c'est pas évident immédiatement. Il faut aller doucement, doucement. Et comme c'est un mandat de 5 ans, avec le temps, les aménagements peuvent être faits. Il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'aménagements avec le temps pour permettre à plus de femmes d'intégrer l'exécutif. Il n'y en a pas eu beaucoup récemment en élection pour l'Assemblée nationale, peut-être moins que le mandat précédent. Beaucoup plus de femmes, petit à petit, davantage peut-être même pour la première cuvée à la rentrée. Et puis au-delà des femmes, de plus en plus de jeunes avec des expériences pour agrandir le SEC et faire sortir les anciens. Maintenant, à un moment, le président avait fait une règle, avait donné une règle. Tous les anciens devaient sortir. Après, il y a eu des dérogations, ce qui avait trop duré. Et je pense qu'à l'époque, le Premier ministre Patrick Haché avait subi cette règle. Des ministres comme Gaussou Touré étaient sortis du gouvernement, mais après, cette règle n'a plus prévalu. Peut-être qu'elle va revenir pour que les ministres qui ont une trop longue... Ce qui devrait être un avantage. On dit que quelqu'un a trop duré, il pose problème à l'opinion publique. On dit qu'il a trop duré, il faut qu'il parte. Or, quand on a duré, on a une expérience qui peut être utile au pays. Mais chez nous, ça devient le contraire. On dit qu'il a trop duré, il faut qu'il parte. Chez nous, l'expérience, la maturité et la sagesse ne sont pas des valeurs récompensées. Quand les gens ont duré, on leur dit de partir. Alors qu'ailleurs, on devrait garder les anciens.